bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. François-Xavier Consoli, votre serviteur. Aujourd'hui, nous recevons à nos micros un auteur et essayiste. Il s'agit de Lucien Cerise. Monsieur Cerise, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Eh bien, je vous en prie. Alors, je vais vous présenter avant d'attaquer l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, vous êtes un auteur, essayiste, spécialiste des domaines comme de la psychologie sociale et l'ingénierie sociale en particulier. Vous avez écrit notamment Oliganarchie, Retour sur Maïdan ou Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale qui date d'il y a quelques années, je crois. Oui. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à votre dernier livre qui est sorti chez Culture et Racines. Il s'agit du suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset. Alors que les auditeurs ne bondissent pas sur leur chaise dès lors où ils entendent des termes interdits comme suprémacisme blanc, parce que vous allez voir que la thèse de l'auteur est assez particulière et finalement assez fine. Le titre est à prendre un petit peu avec à rebours, si je puis dire. Mais vous allez comprendre, on va développer tout ça. Alors, Monsieur Cerise, vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux en parlant notamment, pas que, mais en parlant notamment de l'ingénierie sociale. Donc avant de partir sur le livre en tant que tel, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par ingénierie sociale ? Alors la définition que je donne après avoir travaillé sur la question pendant une quinzaine d'années, la définition que je donne est la suivante. L'ingénierie sociale est la transformation furtive des sujets sociaux, qui peuvent être des individus ou des groupes. Donc cette définition fait la synthèse des deux étages de la fusée en quelque sorte, c'est-à-dire des deux âges de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en gros la première âge historique qui est très proche de la pensée utopiste, et le deuxième âge qui lui arrive en fait dans les années 90, même 80, et qui provient des milieux du piratage informatique. Mais une approche particulière du piratage informatique, c'est-à-dire qu'on ne pirate pas la machine, on pirate l'utilisateur de la machine. Et donc bon, ça s'appuie sur un certain nombre de stratagèmes qui se résument par essentiellement deux principes méthodologiques, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Et en jouant sur le triangle de Karpman, c'est-à-dire les relations de confiance, d'indifférence et de méfiance, en se faisant passer pour soit une victime, soit un sauveur, et en faisant passer éventuellement des acteurs du système que l'on veut pirater pour des bourreaux mutuels. C'est le principe du conflit triangulé. Voilà. Et donc l'ingénierie sociale appliquée notamment depuis maintenant l'an dernier, sous le terme de grande réinitialisation ou de Great Reset, en fait ajoute la première âge de l'ingénierie sociale, le premier âge historique qui commence au 19e siècle, et qui donc est proche, enfin comment dire ça, c'est ni plus ni moins que la pensée utopiste, qui en réalité en fait se cristallise bien au 19e siècle sous le courant avec le courant du socialisme utopiste, mais qui en fait commence véritablement avec Platon, la République, Politeia, et qui en fait est un fil conducteur d'une certaine tradition philosophique pendant 2 millénaires jusqu'au 19e siècle. Et là donc il y a les notions de physique sociale qui apparaissent, et l'expression même d'ingénierie sociale, c'est sous la plume de Frédéric Leplay, qui était donc ingénieur des mines français, et qui invente la notion d'ingénieur de la société. Donc là le concept apparaît. Donc c'est un mélange, si je comprends bien, à la fois d'analyse psychologique de la société, comme vous l'avez dit, et de l'ingérence de l'aspect technique. C'est-à-dire que la technique va servir à influer, à organiser le monde et finalement à dicter la conduite des hommes. Oui, et en fait c'est une approche techniciste ou mécaniste de la société et de l'esprit, et qui considère que une société peut être réglée scientifiquement, peut être régulée scientifiquement, comme une mécanique de précision,
pour le bien commun, pour le bien de tous. Ça, là, je viens d'expliciter ce que c'est que la pensée utopiste, hein, qui vise toujours à en finir avec le mal, avec un grand M. Ça, c'est vraiment le cœur de la pensée utopiste, c'est comment en finir avec les problèmes, avec la souffrance, avec le mal, au sens général du terme, donc aussi avec la mort. Et donc là, on arrive sur le transhumanisme, qui est aussi le dernier avatar de cette pensée utopiste et qui est en train de se réaliser, qui essaye de s'imposer donc par la ruse. Ça, c'est le deuxième axe de l'ingénierie sociale, issu du piratage informatique. Donc c'est une utopie qui essaye de se réaliser par la ruse. Ça, c'est vraiment... voilà. Donc là, je viens de résumer ce qui est en train de se mettre en place au niveau mondial. Alors bon, c'est pas pour me vanter, mais il se peut que je sois le père de l'expression de grande réinitialisation du concept. Oui, parce que dans Gouverner par le chaos, donc que j'avais réussi à faire publier en 2010 dans la première édition, je parle de réinitialiser l'humain. Donc je parle à un moment de la réinitialisation d'un groupe humain passe par un traumatisme fondateur, blablabla, etc. Il se trouve que donc ça sort en 2010. Il se peut que ça ait été lu par certaines personnes importantes, des gens de pouvoir. Il se peut que ce soit effectivement mon texte qui ait donné l'idée à Christine Lagarde et à ses amis, parce que je pense qu'elle n'est pas toute seule, de parler de de réinitialisation en 2014 au Forum de Davos. Et donc depuis l'an dernier, c'est Klaus Schwab et Thierry Malray qui en parlent, qui ont publié un livre intitulé La grande réinitialisation. Bon, livre dont nous avons parlé avec Modeste Schwab sur nos ondes. Modeste Schwartz. Schwartz, pardon. Oui, voilà. Bon, c'est allemand Schwartz, Schwab. Excusez-moi. Donc voilà, bon, alors en fait, récemment, un ami a acheté justement Gouverné par le chaos, et puis en fait, ça m'a donné l'idée de me relire, en fait, de relire mon texte. Et donc, comment dire, en fait, j'avais oublié que je parlais de réinitialiser l'espèce humaine. Donc, et en fait, ça m'a surpris moi-même, en fait. Donc voilà, bon, il se peut qu'on fasse parfois des enfants qui ne nous ressemblent pas. En l'occurrence, bon, je présente mes excuses au genre humain si j'ai pu contribuer à son extermination involontairement. Mais là, à l'époque, c'était pour dénoncer justement ce genre de grand projet utopiste de réinitialisation. Et qui en fait n'est pas seulement métaphorique. Là, on est vraiment dans une tentative d'encadrer le vivant par le numérique, encadrer le biologique par l'informatique. Et donc là, il y a une espèce de tentative de fusionner le règne comment dire, animal, enfin même le règne végétal, enfin tout ce qui relève du biologique, avec le numérique et l'informatique, dans une vision qui, elle, est entièrement cybernétique, où on ne distingue plus le vivant du non-vivant. Donc ça, c'est vraiment la matrice intellectuelle de l'époque. La cybernétique, ce que Zbigniew Brzezinski, en polonais ça se prononce Brzezinski, mais si je dis Brzezinski, personne ne comprend, parce qu'en France on dit Brzezinski. Donc ce que Brzezinski appelait la révolution technétronique en 1971. Voilà, donc là, bon, en fait, le pouvoir suprême, finalement, applique des stratagèmes, mais finalement, il est assez franc quand même. Je veux dire, tous ces textes de référence, tous ces manifestes sont publiés. Le bouquin de Schwab est, on peut l'acheter disponible sur Amazon. Ouais. Voilà, donc en réalité, de lire, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas tant de stratagèmes que ça. En fait, on est plutôt dans une approche qui consiste à tromper sans mentir. De fait, il y a des mensonges, évidemment, localement, ponctuellement. Le pouvoir est bien obligé de mentir dans certains cas. Mais bon, là, on est plus dans une démarche d'ingénierie sociale qui compte sur les biais cognitifs de l'humain, les biais psychologiques qu'on exploite, c'est-à-dire en fait tous les défauts, tous les travers de l'âme humaine qui sont exploités à fond, notamment le conformisme, l'appât du gain, voilà, et puis un certain nombre comme ça en fait de défauts, de biais, de travers qui sont en quelque sorte rentabilisés par le pouvoir suprême.
Donc déjà, chers auditeurs, vous aurez noté, c'est une exclue. Hein. On a possiblement le géniteur de l'expression Great Reset avec nous. Donc il fallait le dire. Avant de... Là, vous avez posé les jalons, mais on va poursuivre sur cette idée. Parce que, bon, très vite, dès qu'on entend manipulation, dès qu'on entend Great Reset, etc., pour beaucoup d'auditeurs et pour beaucoup de gens en général, ce qui peut s'entendre, immédiatement, bon, ça fait ding-ding dans la tête, bon, complotisme, conspirationnisme, etc. Justement, on va revenir là-dessus. Donc, dans le cadre que vous avez posé, que vous avez rappelé, ça fait 2 ans maintenant qu'on vit à l'ère covidienne. Dans votre livre, par exemple, donc je rappelle le titre, Le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset, vous dites à un moment, l'acceptation et l'utilisation des vaccins peuvent également être compromises par le fait que les vaccins Covid-19 ne sont pas totalement efficaces, ce qui signifie que les gens devront continuer à adopter des comportements préventifs, par exemple le port de masque et la distance physique, même si et après avoir été vaccinés. Il sera important de gérer les attentes et de veiller à ce que les personnes qui ont été vaccinées ne cessent pas d'adopter des comportements de protection et ne s'exposent pas, elles et les autres, à des risques. Une citation, page 7, donc, d'une recommandation du groupe consultatif technique de l'OMS sur les connaissances et les sciences comportementales pour la santé. Autrement dit, nous sommes fin novembre. On a eu hier, pas plus tard qu'hier, oui, des recommandations de la part du ministre de la Santé, Olivier Véran, et Macron et compagnie, quant à la réinstauration du masque, la 3e dose, etc. Donc, si on prend votre grille de lecture à propos donc, de l'ingénierie sociale, la France, l'Europe, le monde, aujourd'hui, est confronté à un discours, à des méthodes de management qui consistent à faire rentrer dans le crâne des comportements qui sont plus ou moins discutables d'ailleurs, quant à l'efficacité du masque, l'efficacité du vaccin, etc. Mais nous ne sommes pas médecins et de toute façon ce n'est pas le sujet ici. Donc on est bien là, si je comprends bien, dans une forme d'ingénierie sociale, une application technique de comportements qui finalement sont fondés, allez on va dire, sur du sable. Oui, en fait, en réalité, c'est pas tant du sable que ça. Enfin, du point de vue sanitaire, c'est même vraiment contre-productif puisque toutes ces mesures font traîner en longueur les problèmes, l'épidémie, etc. Le meilleur moyen de régler une épidémie, c'est de ne rien faire, en réalité. C'est-à-dire que ça ne stimule pas l'instinct adaptatif du virus. Qui en réalité n'est pas en quelque sorte obligé de se diversifier et de produire en fait de nouvelles formes. C'est-à-dire que les mesures sanitaires modifient l'environnement et donc le terrain du virus et donc l'oblige à produire des variants, à produire de nouvelles formes. Donc c'est le meilleur moyen en fait, effectivement, d'en finir avec une épidémie virale, c'est de ne rien faire et de compter les morts s'il y en a. Voilà, ça paraît un petit peu un peu brut de décoffrage. Là on vous répondrait, mais c'est terrible, vous laissez mourir les gens. Ouais. De toute façon, il y en a quand même. Je veux dire que donc ça change rien. Et les mesures sanitaires font en plus des morts à cause des dommages collatéraux. Voilà, donc en réalité, il y aurait moins de morts. Enfin, je veux dire, c'est moins on en fait finalement, et moins il y a de morts. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des morts qui sont provoquées par la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est en gros de la grande loi de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. La sélection naturelle permet de sélectionner ce qui marche et ce qui ne marche pas, et d'opérer effectivement un clivage entre les formes qui méritent d'exister et celles qui sont en quelque sorte soit obsolètes, soit en fin de vie. Il n'y a absolument rien de monstrueux dans ce que je dis, puisque nous venons de ça. Nous sommes le résultat de formes de vie qui se sont adaptées à leur environnement et qui ont simplement obéi à ce grand principe de la sélection naturelle qui aujourd'hui est en train d'être inversé. C'est pour ça, là, je peux rejoindre le thème là, de mon dernier bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples autochtones doivent tous disparaître. Donc je me suis concentré sur les peuples autochtones européens, les blancs, mais en fait tous les peuples autochtones, en gros tout ce qui est naturel doit être supprimé et remplacé par du culturel.
Nous sommes en fait le capitalisme qui nous enveloppe. Enfin, c'est-à-dire que nous sommes enveloppés dans une structure socio-économico-technique qui s'appelle le capitalisme. Alors après, les gens vont dire oui, mais regardez, en Chine, ils sont communistes. Non, c'est pas du communisme, puisque en période de guerre froide, il y avait par exemple effectivement les bourses financières occidentales, la City, Wall Street, etc., qui étaient indépendantes du système communiste. Et quand il y avait une crise dans le système économique occidental, ça ne touchait quasiment pas le système communiste qui continuait sa vie et en quelque sorte, ou son absence, je dirais, de dynamisme économique, puisque bon, le communisme avait cette particularité de n'avoir aucune dynamique économique, justement. Il n'y avait pas de spéculation. Donc là, il y avait une finance, mais qui était réduite à la plus simple expression. Et il y avait vraiment deux systèmes économiques en parallèle. Donc quand il y avait une crise dans l'un, ça n'impactait pas l'autre. Aujourd'hui, c'est terminé. Quand il y a une crise en Occident, ça touche la Chine. Ça touche Hong Kong, ça touche... c'est holistique, ça englobe. C'est ça, c'est englobant. Voilà. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il y a des régimes communistes. Sauf peut-être la Corée du Nord. Peut-être que la Corée du Nord, effectivement, ne serait pas touchée par une crise économique mondiale, ou quelques enclaves comme ça qui persistent, mais qui sont à peine communistes en réalité. Enfin, je veux dire, puisque bon, bref, là je dévie, je fais une digression, mais non, c'est pour dire que aujourd'hui il y a effectivement un seul système économique mondial. Avec des nuances, avec des variantes, donc qu'on ne peut plus parler du communisme opposé au capitalisme. Donc nous sommes dans un seul système capitaliste avec des nuances entre un capitalisme plus ou moins étatiste, comme en Chine, donc où l'économie est dirigée, mais on ne peut pas parler de communisme. Donc il y a un seul système capitaliste avec des nuances. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, donc si on veut effectivement échapper au capitalisme à l'occidental, c'est-à-dire au capitalisme de Davos qui est transhumaniste, il va falloir jouer une partie du capitalisme contre une autre. Mais si on veut échapper effectivement à l'extermination du genre humain, il va falloir jouer un capitalisme en quelque sorte plus pragmatique, un capitalisme old school, un capitalisme plus rationnel, plus pragmatique, contre le capitalisme de Davos. Donc puisque bon, effectivement, on voit bien qu'il y a encore des capitaines d'industrie qui sont pas totalement dingues. Enfin, je veux dire, ça existe. Il y a une partie de l'infrastructure économique qui n'a pas totalement perdu la boule et qui en fait est encore dans le productivisme. Ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire en fait ils ont pas basculé dans la décroissance, c'est-à-dire dans le capitalisme vert, c'est-à-dire le réchauffement, comment dire ça, le sauver la planète, donc désindustrialiser des parties entières de la planète, en fait au prétexte de faire baisser le CO2, ce genre de conneries. Voilà, donc il y a effectivement il va falloir jouer un capitalisme contre un autre. Pour synthétiser tout ça, parce qu'on développe beaucoup de choses, le Covid, parce que là, depuis 2 ans, on est dans un monde, on pourrait même dire médicamentalement instable. Je me permets le petit mot. Alors, d'un côté, on va parler des blancs, comme on l'a dit, mais d'abord, vous l'avez bien dit, mais juste résumer ça, le Covid implique aussi une mise sous respirateur de l'économie mondiale, avec une économie finalement, et c'est ça qui est assez drôle, puisque vous parliez de communisme, une économie de plus en plus étatiste, mais pas dans le bon sens du terme, à savoir finalement une économie d'assistanat généralisée, parce qu'on parle beaucoup par exemple du revenu universel, etc. Et donc on va donner des petites croquettes à chacun, histoire d'avoir le minimum, mais dans ce cadre-là, effectivement, l'État va prendre encore et un peu plus de pouvoir, et à nouveau je vous cite, et cette fois-ci c'est bien de vous, last but not least, une économie plongée dans le coma en réanimation, permettant d'une part aux oligopoles de racheter les biens des travailleurs indépendants en faillite à prix cassé, vous parliez d'économie un petit peu raisonnée, c'est celle-ci, et de placer le reste sous perfusion de l'argent public, préparant le revenu universel garanti par l'État, l'abolition de la monnaie physique accusée de transmettre le virus, puis la spoliation finale de toute propriété privée. C'est d'ailleurs, puisqu'on l'a parlé, c'était aussi annoncé dans le livre de Klaus Schwab, qui disait bien
bien qu'à l'horizon 2030, la propriété privée finalement n'existerait plus. Donc le Covid sert à ça. On pourrait dire ça comme ça. Oui. En fait, c'est multitâche, multi-usage. Ça sert à plein de choses en même temps. Donc mais sur le plan là, effectivement, strictement économique, je pense que là, la crise sanitaire ne prépare pas directement à la spoliation de la propriété privée. Enfin, là, on voit pas la relation directe. De toute façon, c'est annoncé pour 2030. Donc là, on est encore en 2021, fin 2021. Mais bon, donc là, il va falloir une deuxième crise économique qui sera peut-être issue de la crise sanitaire. Mais donc, en fait, en réalité, une crise économique sous contrôle. Enfin, j'avais écrit gouverné par le chaos, parce que le chaos est sous contrôle. Donc on peut, de la même manière que cette crise sanitaire est parfaitement sous contrôle en réalité, donc c'est pas une crise, c'est pas une vraie crise, elle n'est pas hors de contrôle. Donc on va, je veux dire, il va y avoir de toute façon de nouvelles crises qui doivent aboutir, puisque l'horizon est donné, à l'abolition de la propriété privée. Donc là aussi, ça fait penser bigrement à du communisme, on est d'accord. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. On ne peut plus véritablement parler de communisme aujourd'hui, puisque en fait, ce sont des oligopoles capitalistes qui vont s'approprier en fait les biens, la propriété privée des classes inférieures, des classes économiques inférieures. Donc en fait, c'est plus un transfert des richesses vers le haut, donc un transfert de la propriété vers le haut, en utilisant l'État. Et en utilisant en fait finalement en appliquant le cœur même du capitalisme, parce qu'en fait le capitalisme s'oppose au libéralisme, c'est-à-dire que le capitalisme a toujours une tendance monopolistique. Tout le monde a joué à Monopoly. Voilà, là on se met dans les conditions psychologiques du capitaliste avec le Monopoly, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Et en fait, quand une partie du tableau de jeu nous échappe, on n'a plus envie, c'est de le conquérir. Donc, et ça, c'est typiquement, et c'est pour ça que le jeu Monopoly était interdit sous le communisme, dans les pays du bloc communiste, parce que ça développait une espèce d'instinct comme monopolistique, d'accumulation de propriété privée que justement le communisme essayait d'éradiquer. Avec le côté monstrueux aussi que ça, parce que de fait, oui, la propriété privée, c'est humain, c'est naturel aussi. Donc, voilà, mais faut toujours trouver le juste milieu en toute chose. Voilà, c'est-à-dire que l'appât du gain est monstrueux. Enfin, quand c'est trop développé, c'est monstrueux, mais en même temps, le renoncement à la propriété privée est monstrueux aussi. Enfin voilà, on est entre gens, bien élevés, civilisés, donc on cherche le juste milieu en toute chose. Donc le capitalisme a ce côté finalement compatible avec l'étatisme, c'est-à-dire dans le monopole, dans le fait de conserver un monopole sur des services, sur des propriétés, sur sur des zones en fait de l'existence. Donc en fait maintenant ce qu'il faut, c'est que justement la bourgeoisie comprenne qu'elle va être effectivement qu'on va lui faire les poches, enfin qu'elle va être spoliée totalement dans les 10 ans qui viennent par le sommet du capitalisme qui est encore au-dessus de la bourgeoisie. Et qui en fait lui-même est au-delà même des impératifs des capitaines d'industrie. Il y a une interview de Bill Gates en mars-avril 2020, là pendant le premier confinement, où on lui pose des questions, oui, mais justement sur des questions sur l'économie. Alors comment va-t-on faire pour sauver l'économie maintenant, en fait, en période de crise sanitaire? Et il répond, en fait, sa réponse en fait évacue toutes les questions que doit se poser un patron. C'est-à-dire qu'il se pose plus un petit patron de PME. Ouais. C'est que en fait lui, il répond en fait sur des sortes de grands principes assez finalement du style c'est quasiment survivaliste en fait. Enfin, je veux dire, il se pose plus de questions justement de comptabilité ou ce genre de choses ou de retour sur investissement. Il est passé au-delà de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait l'économie finalement sera performée, sera en fait réalisée non plus par des humains
mais par des machines. Donc là, il y a tout un tas de questions qui ne se posent plus. Enfin, des questions de consommation, de plus-value, ce genre de choses. En fait, l'économie, en réalité, elle est faite par les travailleurs, pour les travailleurs. Mais une fois qu'il n'y a plus de travailleurs, une fois que tout est robotisé, l'économie ne sert plus à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, elle a muté vers autre chose. Ben oui, enfin, quand je parle d'économie, je parle de circulation de monnaie, circulation, c'est-à-dire d'échange. Mais dans la mesure où il n'y a plus de société, puisque c'est ça le but. Il n'y a plus besoin d'économie. Il n'y a plus besoin de circulation de monnaie papier. Plus besoin d'échange, de monnaie. Plus besoin bon, enfin les premières formes de monnaie, bon, c'était par exemple les femmes. Enfin ça c'est donc en période préhistorique, voilà. Bon, donc enfin l'échange est central dans les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il y a toujours transfert en fait d'un bien. Qui est quelque part, qui sera transféré quelque part ailleurs. Ça, c'est la base, une des bases de l'économie. Mais bon, voilà, s'il n'y a plus d'humains, s'il n'y a plus de société, l'économie ne sert plus à rien. Donc elle peut être entièrement sacrifiée. Et c'est vers ça qu'on va. Et plus d'humains, là on arrive au cœur du livre, plus de monnaie, donc plus de monde physique, si je puis dire. Plus de distinction, plus d'être enraciné, et donc finalement plus de civilisation dans le sens où les différentes civilisations sont développées chacune sur leur continent et avec leurs caractéristiques et leurs qualités. Dans votre livre, vous parlez énormément d'invasion migratoire. Et c'est une question qui est très abordée aujourd'hui. Enfin, est-ce que le Covid sert également, tant dans la destruction de l'économie, mais sert aussi à détruire des civilisations, comme par exemple la civilisation européenne ou une civilisation blanche. Oui, bien sûr, oui. En fait, il faut le projet transhumaniste consiste en fait à tout détruire, tout simplement. C'est en fait tout ce qui, il faut détruire tout ce qui est naturel, donc tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut inverser le contenant et le contenu. C'est-à-dire que le contenant, c'est la nature, c'est le monde physique, le monde naturel tel qu'il est donné, et puis à l'intérieur de ce contenant, il y a des contenus culturels, technoscientifiques, artefactuels, artificiels qui apparaissent. Là, le projet de la grande réinitialisation, c'est d'inverser cela. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir placer le biologique sous contrôle informatique, et donc il va falloir encadrer le biologique par du numérique, par de l'informatique. Et donc on a inversion de l'encadré et de l'encadrant. On a inversion du contenant et du contenu. C'est-à-dire que c'est la technoscience, c'est la culture et c'est l'artefact qui va devenir le contenant du biologique, qui sera toléré éventuellement à titre résiduel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, j'utilise comme métaphore pour bien faire comprendre ce qui se passe un bâtiment célèbre de Paris qui s'appelle la Bibliothèque nationale de France. Donc, celle du 13e arrondissement, là, le nouveau site ouvert dans les années 90. Qui incarne ça vraiment parfaitement, puisque on a effectivement un bâtiment donc de pierre et de métal, donc non vivant, qui encadre un jardin et qui en fait donne l'impression finalement que la nature est encore tolérée, elle est encore autorisée. Donc il y a un jardin avec des arbres, mais qui eux-mêmes d'ailleurs, en plus, pour un certain nombre, je sais pas, on peut évaluer ça à peut-être un tiers des arbres, ne se soutiennent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le sol artificiel qui a été aménagé, voilà, n'est pas suffisamment profond pour que les arbres puissent s'enraciner et rester droits. Et donc ils sont soutenus par des câbles métalliques. Et donc là, on a vraiment une métaphore du transhumanisme et finalement du virtualisme, enfin comme dire ça, de l'artificialisation générale du vivant, où la nature ne peut plus être autonome. Elle doit être encadrée, soutenue par, donc en l'occurrence des câbles métalliques, c'est-à-dire en fait des béquilles, des rustines.
Le projet, c'est que finalement le projet transhumaniste, c'est que des béquilles viennent soutenir les premières béquilles, et puis il y a comme ça une succession de béquilles qui vont soutenir les béquilles, des béquilles, des béquilles. Enfin, par exemple, ça me fait penser à ces tableaux là de Salvador Dali avec les montres molles, qui ne peuvent pas se soutenir d'elles-mêmes et qui sont soutenues par des béquilles. Mais on voit aussi des béquilles qui viennent soutenir les premières béquilles. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Et donc c'est une fuite en avant dans l'artifice. Et c'est là on voit bien comment c'est implémenté dans les sociétés humaines depuis l'an dernier, avec la question du système immunitaire. Donc l'OMS a changé la définition de l'immunité collective. Avant c'était quand tout le monde avait été touché par un virus. Maintenant c'est quand tout le monde est vacciné. C'est-à-dire qu'en fait le système immunitaire naturel est en cours de remplacement par un système immunitaire artificiel, technoscientifique, donc par une béquille, et qui sera lui-même dépendant de béquilles à l'infini, c'est-à-dire de mise à jour, c'est-à-dire de rappel de vaccins toute la vie, 2 fois par an. Enfin, on ne sait pas trop exactement le délai, de péremption, quoi. Mais mettons aller au moins tous les ans, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc là on est là je viens de décrire en fait dans quel monde on veut nous faire rentrer. Donc un monde où la nature ne sera plus indépendante, ne sera plus autonome, ne pourra plus se développer par elle-même. Parce que en fait le problème du pouvoir, c'est que la nature justement est décentralisée. Or le pouvoir, c'est la centralisation. Donc c'est ce que je décrivais dans Gouverner par le chaos, quand vous voulez... en fait, le pouvoir ne cherche qu'une chose, une chose finalement assez banale, c'est de sécuriser son territoire, c'est donc de réduire l'incertitude. Et quand le territoire du pouvoir, c'est le monde, voilà, tout simplement, il cherche à réduire l'incertitude dans le monde entier. Mais la nature crée de l'incertitude. La nature est instable par définition. Oui, enfin instable, c'est-à-dire décentralisé. Oui. Je préfère dire ça parce qu'en réalité la nature est très stable. Oui, c'est vrai, le mot ne convient pas. Je veux dire, quand vous promenez dans la forêt, c'est hyper stable. Je veux dire, en revanche, effectivement, aller dans J'aurais dû dire la nature n'est pas un safe space, on peut dire ça comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc et donc justement, il faut déstabiliser cette stabilité. Donc en injectant des virus, c'est un peu aussi l'exemple des virus informatiques fabriqués par des informaticiens qui font des virus. Voilà, qui fabriquent des virus pour ensuite apporter la solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés avec les antivirus. Donc là, on peut aussi aller sur les hypothèses, là, comme quoi le SARS-CoV-2 serait une arme biologique fabriquée en laboratoire. Enfin, il y a des gens qui disent c'est démontré, et d'autres qui disent non, mais bon. Bref, et de toute façon, moi j'ai même entendu une hypothèse, c'est qu'il y aurait en fait 2 SARS-CoV-2, en fait, un naturel et un, effectivement, retravaillé avec du gain de fonction, retravaillé en laboratoire. Donc en fait, il y aurait 2 souches virales, dès le début, en fait. Donc ça, c'est encore une autre hypothèse. C'est ça aussi, finalement, on n'a pas besoin de rentrer dans pas le pourquoi du comment, mais la vérité, de la non-vérité, etc. On se rend compte de toute façon que en articulant finalement tout ce que vous avez évoqué, on se rend compte que finalement la multiplication des thèses sert en fait le jeu, si je puis dire, le système, puisqu'on se perd dans des chemins de traverse à essayer de trouver des réponses à de multiples thèses, etc. Mais bon, les faits sont là. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, comme disait ma grand-mère. Il faut juste faire un petit peu de preuve de bon sens. Et parce que ça, voilà, on arrive vraiment au cœur du livre, et ça, je veux vraiment qu'on en parle. Toute cette appréhension du monde, tout ce logiciel de béquilles, etc., et donc de remplacement, vous n'avez pas de remplacement, il provoque aussi un remplacement de la population, notamment en Europe, donc la population blanche, pour être simple. Et c'est ça le cœur du livre. Alors, tout d'abord... C'est vrai, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut absolument en parler. Votre livre... Et ça, je tiens à faire bondir aussi les auditeurs. Votre livre s'inscrit dans une forme de critique de ce qu'on appelle le suprémacisme blanc. Bon, je suppose que vous n'êtes pas pour le remplacement des populations européennes. En fait, je me suis rendu compte. Alors, honnêtement, je pensais pas un jour m'intéresser à ce sujet. J'y suis venu un peu par la force, je dirais, des choses, enfin la force de l'actualité en 2014 avec le putsch en Ukraine. Donc où là, d'un seul coup, on a vu effectivement que l'Occident politiquement correct, antiraciste, antifasciste, etc.,
finalement été assez bienveillant envers des groupes de combat qui étaient effectivement dans le racisme, enfin qui affirmait la suprématie des blancs sur les Russes notamment, c'est leur problématique à eux là, parce qu'il y a pas beaucoup d'Africains en Ukraine, mais pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui, puisque en fait justement depuis 2014 c'est en cours, puisque depuis 2014 en fait des suprémacistes blancs ou nationalistes blancs, bref peu importe, des groupes de combat paramilitaires ont participé donc à un putsch pour faire rentrer leur pays dans le mondialisme. Et pas seulement la mondialisation, mais vraiment dans le mondialisme. Par mondialisme, vous entendez Union Européenne, OTAN, ces organisations. Voilà. Et puis les ONG, les fameuses ONG, notamment de George Soros, Open Society, etc. Donc en fait, des groupes de combat, un parti politique, Svoboda, et puis des groupes de combat paramilitaires qui s'entraînaient dans les bois, etc. Comme la division Azov, par exemple. Oui, alors mais qui a été créée après, en fait. Mais bon, disons que les ressources humaines ont été trouvées effectivement dans ces groupes, mais c'était surtout Pravi Sector en fait, mais qui lui-même est la synthèse de 3 groupes précédents, voilà, qui eux, oui, effectivement, s'entraînaient dans les bois, etc. Depuis des années et qui essayaient de rejouer un peu en quelque sorte le front de l'Est, c'est-à-dire avec l'idée que voilà, Moscou nous envahit, alors qu'en fait ils étaient indépendants depuis 1991 de facto et de jure, puisque l'URSS s'effondre, proclame son autodissolution en 1991. Donc l'Ukraine était déjà indépendante, mais bon voilà, ça se fait partie de leur mythe fondateur. Il fallait entretenir une espèce de lutte d'indépendance et d'autonomie par rapport à l'envahisseur moscovite. Et c'est par ce biais que vous êtes rentré sur la question du suprémacisme. Du suprémacisme blanc, voilà. Après, et je me suis rendu compte qu'en réalité, effectivement, ces suprémacistes blancs ou nationalistes blancs, mais plutôt suprémacistes ukrainiens, jouaient contre leur camp, en réalité, puisqu'ils permettaient à des réseaux mondialistes pro-immigration, pro-LGBT de rentrer dans leur pays. Puisqu'en fait, après le putsch de 2014, il y a eu des purges. Il y en avait déjà eu en 2005, après la révolution colorée. Mais là, en 2014, ça a été sanglant. Donc il y a eu des purges. Et en fait, toute la haute administration, qui était issue de l'ancien monde soviétique, avec des gens qui avaient travaillé sous le communisme, ont été écartés et remplacés poste à poste par des cadres issus des réseaux Soros, des réseaux et des réseaux européistes atlantistes. Avec cette ironie de l'histoire, c'est que un certain nombre d'oligarques de religion juive ont vraiment mis le grappin sur l'Ukraine, alors que effectivement les anciennes structures issues du soviétisme en fait protégeaient malgré tout un peu mieux l'Ukraine de cette occidentalisation forcée, à marche forcée. Et donc en fait des gens qui se revendiquent de la mythologie des années 30, de la Waffen-SS, du Troisième Reich, finalement ont convergé, ont travaillé en synergie avec des gens d'origine juive dans un projet commun anti-russe. En fait, c'est ça la structure de la situation. Ce qui m'a vraiment frappé, c'était ça. Et donc après je suis parti sur effectivement l'étude historique des 4 régimes, des 4 puissances politiques qui se sont revendiquées du suprémacisme blanc, qui ont affirmé le suprémacisme blanc, la supériorité des blancs sur les non-blancs. Et voilà, ça c'est la définition qu'on donne, la définition classique qu'on donne du suprémacisme. Grosso modo, la supériorité des blancs sur les autres races. Voilà. Sachant que le national-socialisme, c'est en fait le pan-germanisme völkisch, lui-même voyait une hiérarchie à l'intérieur des blancs, puisque les Allemands, les Germains, sont encore au-dessus des Français, au-dessus des Slaves. Donc les Slaves sont à peu près au même niveau que les Juifs, donc doivent être exterminés ou du moins éloignés le plus possible. Les Français, c'est un intermédiaire entre, je dirais, le singe et la. C'est des latins, donc c'est pas terrible. Oui, voilà. Oui. Tout ça, c'est dans Mein Kampf. Je veux dire, c'est pas ce ne sont pas en fait des clichés sur Hitler. C'est écrit noir sur blanc dans Mein Kampf. Et donc voilà. Et je me suis rendu compte en fait que finalement, le suprémacisme blanc jouait contre son camp, contre les blancs. En réalité, que c'était même peut-être le premier ennemi des blancs.
dans la mesure où il avait une toile de fond souvent occultiste, mais en fait qui était révélatrice d'un biais psychologique, qui se rappelle en fait le fantasme de toute puissance. Et la quête du groupe fusionnel. Alors, détaillons un peu, parce que vous avez déjà défloré quelques éléments, mais en gros, donc dans votre livre, oui, vous l'avez dit, vous développez donc quatre exemples qui sont en plus assez pertinents et qui finalement, pour revenir à ce que je disais en introduction de l'entretien, laisse à la fin une impression, en tout cas c'est la mienne, l'impression au lecteur à la fois de rire jaune, dans le sens où bah oui, c'est dramatique de voir que des gens qui peuvent sincèrement, avec toutes les erreurs du monde possible, mais peuvent sincèrement avoir des convictions pour protéger leur civilisation, leur mode de vie, etc. Et ben finalement jouent contre leur camp, c'est ce que vous avez dit. Donc vous développez 4 exemples, donc le Ku Klux Klan, l'apartheid en Afrique du Sud, le Troisième Reich et ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, il faudra lire le livre bien sûr, mais à chaque fois, et ça vous avez commencé à le dire, on va développer ça, à chaque fois, c'est ce que j'ai noté en lisant le bouquin, c'est que on note, pour ces 4 exemples, les têtes pensantes du projet politico-culturel et même esthétique d'ailleurs de ces projets-là. Les têtes pensantes se plantent dans le sens où elles jouent contre leur camp, elles veulent préserver les blancs, mais finalement, à la fin des fins, elles ne contribuent qu'à leur destruction. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une toile de fond, comme je disais, qui fait la synthèse de l'occultisme et du progressisme. C'est le plus étrange quand on étudie vraiment ce courant de pensée qu'est le suprémacisme blanc. C'est que il y a cette souvent effectivement une forte présence de réseaux maçonniques et ou occultistes, notamment le Troisième Reich était assez versé dans l'occultisme. Pas que, mais bon, on peut pas le nier. Il y a des gens en fait que ça dérange parce que ils voudraient que finalement ce soit en quelque sorte, ils voudraient avoir une bonne image en fait, des révisionnistes ou des gens qui en fait essayent de purger l'image du Troisième Reich de tout élément d'occultisme. Mais bon, c'est peine perdue. Enfin, je veux dire, il suffit de se pencher pour ramasser les preuves. Donc, premièrement, et puis et il y a surtout quelque chose de très curieux, mais alors là qui en fait est apparu vraiment dans l'œuvre notamment de Guillaume Faye, donc un des membres piliers de la Nouvelle Droite et du Grèce, qui est disparu en 2019 et qui avait donc publié en 1999 l'archéofuturisme. Et donc il y a en fait une espèce, ça c'est le plus difficile à percevoir, mais il y a une vraie fascination pour la technoscience qui peut aller jusqu'au transhumanisme dans les milieux du suprémacisme blanc. Et on voit ça aussi déjà dans Mein Kampf, c'est-à-dire que Hitler s'enthousiasme pour le progressisme technoscientifique. Et il y a des passages, il parle en fait, il dit l'Arien est le Prométhée de l'humanité. Et donc on trouve cette fascination pour la technoscience, mais une fascination débridée, sans limite, prométhéenne quoi. Prométhéenne, qui peut aboutir au phénomène là de l'apprenti sorcier, avec des effets boomerang, des chocs en retour. Et bon, on voit bien où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit qu'en fait les disciples aujourd'hui de Guillaume Faye, notamment, alors je pense à Daniel Conversano qui a lancé son mouvement il y a quelques années et qui a fait par exemple un entretien avec Laurent Alexandre qui est un des représentants du transhumanisme et qui sont dans le suprémacisme blanc et simultanément dans le transhumanisme.
Et alors là, c'est une application en fait indirecte de ce qu'on peut lire chez Guillaume Fay, bien que Guillaume Fay soit un peu plus subtil que ça. Enfin, il n'était pas bête non plus au point de croire qu'il y avait une continuité directe entre la civilisation développée par les peuples blancs et tous les résultats de cette civilisation. Il y a évidemment en fait des effets effectivement de choc en retour et des effets en fait qu'on pourrait qualifier de suicidaires. C'est-à-dire que la technoscience, au bout d'un moment, se retourne contre son inventeur. Pour ça, je parlais du mythe de l'apprenti sorcier. Vous vous souvenez là le dessin, enfin la musique mise en scène par Walt Disney, où on voit dans Mickey Fantasia. Dans Fantasia, voilà, Mickey en fait qui est attaqué par les balais qu'il a réussi à donner vie, quoi. Voilà, où c'est le mythe faustien aussi en fait. Donc mais surtout, enfin, si vous voulez, la toile de fond psychologique qui fait le trait d'union de tout cet univers, de toute cette nébuleuse philosophique et politique. En fait, c'est l'hubris. C'est le terme grec d'hubris, c'est-à-dire la démesure. Et c'est vraiment ça qui fait le trait d'union entre les 4 régimes politiques, c'est-à-dire la Confédération sudiste, pendant la guerre de sécession, prolongée dans le Ku Klux Klan, et avec des prolongements légaux en fait jusque dans les années 60. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs États du Sud qui ont réussi à maintenir des lois de ségrégation raciale, les lois de Jim Crow, pendant un siècle. Donc on peut dire qu'en fait l'esprit sudiste a vraiment existé légalement dans des juridictions locales aux États-Unis pendant un siècle, avec donc le Ku Klux Klan, mais comme incarnation, comme représentant. Mais bon, il y avait d'autres groupes. Il n'y a pas que le Ku Klux Klan, mais c'est le plus connu. Ensuite, donc il y a eu l'apartheid sud-africain, qui est probablement le moins instable et le moins délirant de 4 régimes que j'étudie. Pour une raison très simple, c'est que les Afrikaners se sont vraiment enracinés. Et ils étaient pas, en plus ils étaient vraiment conservateurs. Ils n'étaient pas justement dans le mythe prométhéen de la supériorité des blancs, de la supériorité technoscientifique des blancs. C'était juste des gens qui sont arrivés là plus ou moins par hasard et qui ont décidé de faire leur trou en Afrique du Sud et voilà. En revanche, effectivement, les Britanniques, en fait les oligarques de la City, en fait eux effectivement ont vraiment en quelque sorte sont vraiment tombés dans tous les défauts dont j'accable le suprémacisme blanc, c'est-à-dire l'occultisme, etc. Puisque en fait en Afrique du Sud, il n'y avait pas simplement les blancs et les noirs. Il y avait en fait 2 catégories de blancs, puisqu'il y avait les Afrikaners qui étaient là depuis le XVIIe siècle, et les Britanniques qui sont arrivés plus tard, essentiellement au XIXe siècle, et qui étaient regroupés essentiellement autour des réseaux de Cecil Rhodes et de la couronne britannique, c'est-à-dire en fait des réseaux maçonniques et ésotériques, puisque un des proches associés de Cecil Rhodes était dans les milieux de la théosophie, de Blavatsky. Donc voilà, donc on voit donc dans la Confédération sudiste, on voit une présence de réseaux maçonniques, également dans le premier, dans le deuxième Ku Klux Klan, un peu moins dans le troisième. Le troisième, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès l'origine, il y avait notamment le numéro 2 de la Confédération sudiste, qui était issu des Bénébérites, loge donc maçonnique ouverte aux juifs et fermée aux non-juifs. C'était le fameux Judas Benjamin, et donc il y avait une présence comme ça maçonnique et assez lourde en fait dans la Confédération sudiste et dans les 2 premiers Ku Klux Klan. Ensuite, donc, le régime d'apartheid en Afrique du Sud aurait pu donner des fruits civilisationnels pacifiques si les Afrikaners avaient pu appliquer leur programme jusqu'au bout, c'est-à-dire en fait séparation en fait dans des États différents. C'est-à-dire séparation des blancs et des noirs dans des États différents. En fait, le premier ministre emblématique, là, Hendrik Verwoerd, était tout à fait prêt. Donc, premièrement, c'est lui qui a lancé le principe de Bantoustan, c'est-à-dire une sorte de fédéralisation de l'Afrique du Sud, avec des États noirs, qui disposaient de beaucoup d'autonomie par rapport au Cap et par rapport en fait au pouvoir central. Et puis, il disait bien que lui, il préférait que les blancs aient un pays plus petit, regroupés autour du Cap notamment, et puis de vivre en bonne intelligence, avec des relations de bon voisinage avec les Noirs, mais qui eux en fait disposeraient d'un autre pays.
Bernard Lugan, je crois, avait une expression, les bonnes frontières font les bons voisins. C'est ça, voilà. Oui. Voilà. Et donc ça, ce projet-là qui était viable a été piraté par les réseaux britanniques. Qui est eux-mêmes blancs, voilà, comme quoi, je veux dire, il faut pas tomber dans l'essentialisme, je veux dire, d'ailleurs, les Britanniques ont fait une guerre à mort, 2 guerres à mort aux Afrikaners, c'est les guerres des bourgs, et pendant la deuxième, ils ont eu le triste privilège d'inventer le camp de concentration. Donc en fait, des blancs ont enfermé d'autres blancs dans des camps de concentration. Et des blancs d'origine anglo-germanique, tous. Voilà, donc là on voit bien que les scissions, les rapports de force politiques surdéterminent les rapports de force raciaux. Donc ça pour l'Afrique du Sud. Ensuite, le Troisième Reich, qui est effectivement qui possédait aussi un noyau ésotérique et prométhéen, c'est-à-dire technoscientifique, parce que c'est pas de l'ésotérisme conservateur, non, c'est de l'ésotérisme progressiste. Pour ça, on peut parler d'un progressisme racial chez Hitler, avec un projet d'améliorer la race par la science. Et puis, ce logiciel a été transposé quasiment en copier-coller chez les Ukrainiens. Et qui donc avec les mêmes défauts qu'on retrouve donc dans le national-socialisme allemand des années 30, on le retrouve dans le national-socialisme ukrainien des années 2000. Et dans cette volonté de conciliation finalement des contraires, parce que je trouve que le national-socialisme marie bien ça. Dans votre livre, vous dites « Le national-socialisme est un ethno-futurisme, soit une tentative de réconcilier écologie et progrès scientifique, en reconnectant l'homme blanc contemporain à ses instincts et à sa nature animale, mais sans perdre les acquis de la modernité industrielle. » On pourrait dire aujourd'hui que c'est un mélange entre Greta Thunberg et le Great Reset. Enfin, voilà, si je vais rapidement. Voilà, ou en tout cas l'industrie, voilà, ou le transhumanisme, voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la volonté de conciliation de choses qui peuvent paraître tout à fait contraires, mais avec une optique... on va dire racialiste, voilà, comme vous l'avez dit, de progressisme racial. Et c'est pour ça que effectivement le projet qui, comment dirais-je, peut encore, il fait encore beaucoup parler aujourd'hui. Finalement est assez contradictoire dès le début, et donc n'est pas peut-être pas tenable dans le temps. Parce qu'il faut réussir à réconcilier le passé et l'avenir. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est tout le paradoxe aussi du concept de Guillaume Fay, archéofuturisme. Donc archéo, ça vient de archaïque, donc ce qui va chercher les origines, et le futurisme, c'est la projection dans l'avenir. Comment concilier le passé et le futur, le passé et l'avenir, c'est-à-dire en fait comment se projeter dans l'avenir en préservant une forme identitaire stable dans l'avenir. Question légitime en fait, que même beaucoup de blancs aujourd'hui peuvent se poser, en tout cas beaucoup d'Européens peuvent se poser quand ils voient l'invasion migratoire qui arrive, on peut dire ouais d'accord, voilà, l'Europe a quand même fait tout ça, bon Dieu, on peut quand même défendre cette culture et cette vision-là. Oui, bien sûr, oui. Donc c'est effectivement, mais il faut réussir en fait à gérer le progrès technoscientifique en bon père de famille en quelque sorte, c'est-à-dire d'une manière rationnelle, au cas par cas. C'est-à-dire sans tomber dans l'enthousiasme technophile qui est une caractéristique justement du national-socialisme allemand, et sans tomber dans un conservatisme passéiste, stérile, qui refuse le progrès technoscientifique et donc qui refuse de jouer le jeu de la compétition internationale, et donc en fait qui se soumet à plus fort que lui automatiquement, parce que la progression technoscientifique est plus forte que la volonté individuelle. Pour comprendre ce qui se passe, il faut utiliser la théorie des jeux, c'est-à-dire la théorie des rapports de force. C'est-à-dire que si je renonce au progrès technoscientifique, en fait, je renonce à développer de nouvelles armes, par exemple. Donc je me mets en dehors du jeu. Et voilà. Et on a perdu. Je me soumets volontairement. Par exemple, là, il y a encore des peuples autochtones traditionnels, primitifs, qui survivent en Amazonie ou dans des îles, mais qui sont déjà entièrement encerclés, en réalité. Je veux dire, en fait, l'ONU ou je sais pas quelle instance internationale parvient en fait à effectivement les préserver, mais je veux dire, ils sont en sursis. C'est pour ça, on peut pas on est obligé de jouer le jeu du progrès entre guillemets, sans connotation morale, mais de la progression technoscientifique. Sinon, de toute façon, en fait, on perd sa souveraineté. C'est-à-dire qu'à terme, on sera envahi.
tout simplement, et on sera en fait soumis par plus fort que soi. Parce que l'outil, l'artefact, l'outil technoscientifique, c'est le film Kubrick. L'outil technoscientifique donne un avantage dans les rapports de force sur les autres compétiteurs. On se souvient là, de la première scène, enfin la première partie de 2001. Voilà. Avec le singe et puis l'os, quoi. L'australopithèque là qui découvre un os et qui donc acquiert un avantage adaptatif dans le rapport de force physique par rapport aux autres australopithèques qui n'ont pas encore compris que en utilisant cet outil, eh bien, ils prolongent leurs bras, ils renforcent leurs bras, ils deviennent donc plus forts. Et donc tout est comme ça. Alors une solution à ce dilemme entre passé et avenir et entre progrès et conservatisme, c'est-à-dire la vraie solution à l'archéofuturisme, elle est donnée par Frank Herbert dans Dune. C'est-à-dire que l'action de Dune se déroule dans les années 10 000. Donc là, on est en 2021. Là, c'est en 10 000. Entre aujourd'hui et l'action, 10 000, il y a eu en fait ce qu'il appelle le djihad butlérien. C'est-à-dire en fait le djihad butlérien. Butlérien, oui, j'avais pas compris ça, c'est pour ça. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a eu un syncrétisme en fait et des religions monothéismes, et donc en fait, voilà, le djihad est le terme utilisé communément pour parler en fait de la Grande Guerre. Et butlérien parce que en fait, il y avait une sorte de Jeanne d'Arc qui menait la révolte à l'époque et qui s'appelait, je sais plus comment, alors pas Judith Butler, la féministe LGBT, non, mais je crois que c'est Diane Butler, enfin bon, qui est en fait la femme qui a mené la révolte des humains contre les machines. Parce que donc dans l'univers de Dune, il y a un épisode où en fait les machines pensantes, l'intelligence artificielle, etc., se retournent contre les humains, contre leurs inventeurs, et commencent à attaquer les humains. Et donc les humains se rebellent, c'est un peu Terminator, quoi, et parviennent à éradiquer les machines pensantes. Pas les machines. Évidemment, là, le micro que j'utilise en ce moment ne pense pas, donc il va pas s'attaquer à moi. Mais les machines pensantes, c'est-à-dire dotées d'une intelligence artificielle, donc deviennent menaçantes, et donc les humains mènent leur djihad butlérien, et à la fin d'essayer, une fois qu'ils ont gagné la guerre, d'interdire toute machine pensante. C'est en fait tout ordinateur, je dirais, doté d'une intelligence artificielle. Et donc et donc en fait, le progrès est donc toléré, mais en fait la nature reste le contenant, vous voyez. Et le progrès technique, les outils, puisqu'ils ont des fusils laser, genre de choses, des vaisseaux spatiaux qui voyagent à grande vitesse. Bon, en fait, l'objet technoscientifique reste un contenu à l'intérieur d'un contenant qui est respecté, qui s'appelle la nature, quoi. La nature, oui. Voilà. On pourrait même dire la civilisation. Moi, je dirais plutôt le monde physique. La physis en grec, le monde physique donné, dont nous ne sommes pas les créateurs. Parce que finalement, le projet transhumaniste, c'est un projet démiurgique. C'est-à-dire que c'est le projet de Matrix. C'est-à-dire, en fait, nous allons encercler complètement, nous allons encadrer totalement le monde donné par un monde créé par nous. Et donc là, il y a inversion du contenant et du contenu. Le monde créé devient le contenant du monde donné qui persiste et éventuellement, qui subsiste, mais qui est entièrement réduit à un instrument. Dans Matrix, en fait, la biologie humaine est réduite à l'état d'une batterie, d'une pile électrique. Donc elle est totalement subordonnée et instrumentalisée par les machines. Alors que normalement, c'est le contraire. Vous voyez la logique d'inversion en fait. Et donc là, dans Dune, effectivement, alors juste pour faire le lien, en fait, pour revenir sur ce qu'on disait au début, on en arrive finalement, si je vous suis, au fait que la capacité naturelle qu'a l'être humain, par exemple, à résister à un virus, est remplacée par des gens qui vont créer, par exemple, un virus, qui vont implanter dans l'être humain, donc qui vont remplacer leur capacité naturelle à se défendre par une capacité fictive, artificielle, qui va devoir être mise à jour en permanence. En fait, elle est pas si fictive que ça, mais simplement elle est imparfaite.
C'est-à-dire que bon, alors après, on va pas se lancer dans des débats d'épistémologie sur mais... la possibilité de créer d'inventer quelque chose qui marche aussi bien que la nature, parce que c'est, enfin, on est dans le biomimétisme après. Enfin bon, c'est, mais bon, bref, en fait, fondamentalement, là, le problème de l'artefact, c'est que c'est une imitation. C'est une imitation biomimétique. L'artefact est toujours une imitation de la nature. Et donc, en fait, il y a une sorte de dégradé. Il y a un effet, en quelque sorte, il y a une perte de substance. Et donc, l'outil marche toujours moins bien que son modèle. Et c'est en ce sens que là, le projet du transhumaniste consiste en fait à remplacer la sélection naturelle par une sélection culturelle, entièrement culturelle, mais qui sélectionne des choses qui marchent moins bien que la nature. C'est pour ça, moi, je parlais aussi d'idiocratie dans le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, Klaus Schwab, Bill Gates, etc., nous entraînent vers une idiocratie. C'est-à-dire, le transhumanisme ne peut être que idiocratique. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de ce qui marche moins bien ou de ce qui ne marche pas. Enfin, c'est le pouvoir des idiots, comme dans le film, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, quand le monde est trop tertiarisé en quelque sorte, et qu'on échappe à la sélection naturelle, parce qu'on on vit dans des univers entièrement artificialisés, en fait, il y a en fait une sorte d'inversion des priorités. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment, on peut croire qu'on peut échapper à la nature. Et par exemple, tout le LGBT vise en fait à stériliser le vivant, enfin à normaliser une sexualité stérile. Donc à terme, le but c'est de stériliser le vivant, et en croyant qu'on va pouvoir remplacer la reproduction hétérosexuelle, la reproduction naturelle, par une reproduction en laboratoire, ou alors la GPA, ou alors, enfin bon, bref, comme ça, des constructions, enfin des béquilles, toujours. Voilà, et ensuite, bon, les enfants nés sous GPA et adoptés par des couples homosexuels seront nés avec une béquille en quelque sorte, de manière non naturelle, et eux-mêmes auront besoin de béquilles psychologiques parce qu'ils seront déséquilibrés forcément psychologiquement. Et donc après, soit ça se termine dans un bain de sang, soit c'est effectivement, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des béquilles qui vont venir soutenir d'autres béquilles et ainsi de suite à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait là, la sélection artificielle, ce que j'appelle ou la sélection culturelle, en quelque sorte, du fait qu'elle sélectionne des formes imitées de la nature, elle sélectionne en fait des choses qui forcément marchent moins bien, enfin du moins qui marchent en fait, mais avec en gros ce système de béquilles à l'infini. Premièrement, et en plus, deuxièmement, en fait, ce sont toujours des simulacres, ou des simulations au sens de Baudrillard. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des imitations, mais des imitations dégradées. Il donnait un exemple, je ne sais plus dans quel bouquin, je crois que c'est Les Stratégies Fatales, il disait, voilà, parce qu'il a été enseignant en Californie et dans les années 70. Et inspirateur de Matrix. Entre autres, oui. Et donc, à un moment dans un livre, il dit, voilà, il raconte qu'il a été dans un fast-food pour manger un hamburger. Et puis ensuite, il regardait les sauces, en fait. Il parlait d'une sauce tomate, en fait, qui distinguait une sauce tomate sucrée, une sauce tomate salée. Par exemple, enfin, vous voyez, et donc il dit, oui, à un moment, oui, voilà, on nous propose en fait une multitude de sauces baroques qui en fait viennent en quelque sorte compenser l'absence de goût du sandwich, qui en fait n'a aucun goût par lui-même. Et ensuite, on nous propose en fait des béquilles, encore une fois, des rustines, pour donner du goût à un produit qui n'en a pas naturellement. Et ces béquilles sont elles-mêmes en fait des sauces qui procèdent d'une analyse chimique, donc une séparation des goûts, donc sucré-salé, que l'on retrouve naturellement dans la tomate, par exemple, dans la nature. En gros, il y a analyse, c'est-à-dire séparation artificielle, par une démarche intentionnelle. Il y a donc analyse en fait d'un donné naturel qui, lui, est synthétique. Donc, analyse chimique, quoi, en fait. Et donc en fait, la culture est toujours une imitation, mais une imitation dégradée de la nature, un peu comme une tomate OGM est une imitation dégradée d'une tomate naturelle, dans la mesure où en fait le but des tomates OGM c'est qu'elles soient stériles. En général, les légumes, les fruits et légumes OGM sont stériles, ce qui oblige à se tourner vers
les semenciers, les Monsanto, l'Imagrin, etc. Donc tout ça permet effectivement donc au pouvoir économique et politique de maîtriser le robinet de la reproduction. Donc là, je reviens sur ce que je disais là, concernant la décentralisation du vivant, la décentralisation de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, le développement de la nature ne dépend pas d'une volonté centralisée. Et c'est avec ça qu'il faut en finir. Pour qu'en fait, le développement complet de la nature et même du réel soit sous contrôle et sous pilotage centralisé et intentionnel. Ça, c'est vraiment la transition dans laquelle nous sommes en ce moment. On a un peu digressé du sujet sur le suprémacisme blanc, mais c'est pas grave. Finalement, c'est assez lié, puisque on arrivera vers la fin. À travers les exemples que vous démontrez dans le livre, on voit bien grosso modo que cette volonté, même s'il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez humain qui consiste à dire nous sommes en danger, nous tenons à nous préserver, à rester vivants, quoi. Les 4 exemples que vous développez montrent qu'effectivement le suprémacisme blanc se plante. En fait, globalement, les 4 régimes en question, là, avec un bémol concernant les afrikaners qui avaient une solution viable, mais qui ont été eux-mêmes piratés par, je dirais, leurs propres congénères blancs, avait cette dimension en fait technoscientifique, progressiste, postmoderne, et en quelque sorte, moi je les oppose à un nationalisme blanc, raisonné et raisonnable. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'à chaque fois, je note, autant pour le Ku Klux Klan que pour l'apartheid, pour le Troisième Reich, c'est peut-être beaucoup plus discutable, pour l'Ukraine aussi, mais en tout cas pour les 2 premiers exemples, je note qu'à chaque fois, il y a aussi une opposition au sein des gens qui pensent cette idée de suprémacisme blanc contre effectivement des gens qui, eux, seraient plus axés sur un nationalisme blanc. Autrement dit, le cas de l'Afrikaner, des Afrikaners le montre bien. Pour reprendre l'expression de Lugan, comme on l'a dit tout à l'heure, les bons États font les bons voisins. Chacun sa place, mais chacun sa civilisation, chacun sa vie, chacun son lieu de vie, quoi. Donc en gros, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même parler d'aujourd'hui, alors on parlait de l'Ukraine qui est un bon exemple à critiquer, puisque comme vous l'avez dit, c'est quand même un régime qui aujourd'hui s'est vendu entre guillemets aux instances mondialistes en acceptant le LGBTisme, etc. Donc finalement, et ça vous le montrez bien dans le livre, à la fin de ce qu'ils défendaient eux-mêmes, mais pour autant, vous pourriez, pas militer parce que j'aime pas le terme, mais vous pourriez, vous le laissez supposer dans le bouquin, vous axeriez plutôt pour les gens qui sont investis de cette idée et qui veulent défendre, par exemple, les blancs, vous seriez pour une forme de nationalisme blanc. Pour dire ça comme ça. Oui. Et donc en fait, mais débarrasser de tous les biais psychologiques et cognitifs du suprémacisme blanc. Donc il faut vraiment jouer le nationalisme blanc contre le suprémacisme blanc. Donc un nationalisme blanc qui pourrait travailler en partenariat avec un nationalisme noir, avec un nationalisme avec tous les nationalismes ethniques possibles et imaginables, pour défendre justement les peuples autochtones contre le transhumanisme. Puisque effectivement, fondamentalement, le transhumanisme veut une humanité hors sol, c'est-à-dire veut en finir avec tout ce qui est autochtone, c'est-à-dire tout ce qui est naturel, tout ce qui est enraciné. Et là, c'est pour ça que la Bibliothèque nationale est vraiment une métaphore de ça. Enfin, je veux dire, parfaitement clair, quoi, avec des arbres qui n'ont pas les moyens de s'enraciner et qui sont soutenus par des câbles métalliques, donc par des béquilles. Tout comme moi, j'utiliserai l'exemple aussi aujourd'hui en France d'une jeunesse qui, par exemple, pas toute la jeunesse, plusieurs jeunes, on va dire certains jeunes, qui ont cette idée, par exemple, en tout cas cette volonté de vouloir défendre leur culture, leur civilisation, leur tradition, leur mode de vie, etc. Mais qui malheureusement marche avec des béquilles, si je puis dire, parce que c'est une jeunesse française qui est très américanisée, qui qui utilise énormément de concepts venus de l'Amérique, qui a une culture très américaine, et finalement qui n'est plus elle-même, et qui cherche à défendre légitimement quelque chose, mais peut-être avec les mauvais outils. Un logiciel qui n'est pas bon, qui n'est pas adapté à son combat. Allez, mettons les pieds dans le plat, puisqu'on en est pas aux solutions, mais aux voies possibles. Parce qu'à un moment, les gens vont dire oui, c'est bien beau, tout ça, c'est des beaux développements, c'est intellectuel, machin, mais concrètement, comment ça se concrétise ? Puisque, dans la rue,
on voit bien le grand remplacement, etc., qui effectivement, qui me semble difficilement discutable plutôt. Donc comment faire? C'est-à-dire que comment essayer de défendre une culture, une civilisation européenne, latine, parce qu'on parle de la France, catholique aussi, enfin chrétienne en tout cas, sans tomber effectivement dans les travers qui n'ont fondamentalement rien à voir avec la civilisation française, comme par exemple la civilisation anglo-saxonne. On parlait tout à l'heure des Boers qui se sont fait étrier par des Anglais. Après tout, peut-être que finalement notre pire ennemi, intellectuellement parlant, notre pire ennemi, idéologiquement, intellectuellement parlant, n'est-il pas aussi blanc, n'est-il pas anglo-saxon, n'est-il pas celui qui nous occupe économiquement depuis 70 ans et culturellement depuis 70 ans? En fait, moi j'aimerais bien que les États-Uniens et les Canadiens blancs reviennent en Europe. Moi je verrais aucun problème à ça. Au contraire. Parce que faut voir le bon côté des États-Unis. C'est le libertarisme, ou plus exactement le libertarianisme. Moi j'apprécie de plus en plus, je suis de plus en plus sur la ligne de Ron Paul, qui lui-même est un pur produit de la tradition politique de son pays, c'est-à-dire la libre circulation des armes, et puis donc un système où l'État est réduit à la portion congrue, enfin éviter le big state, éviter. Donc il y a vraiment des choses à prendre chez les États-Unis. Alors chez les Canadiens aussi, d'autant plus qu'on a les cousins québécois, etc. C'est encore plus facile de s'entendre parce qu'on a une langue commune. Mais bon, moi je me sentirais très à l'aise de voir venir des millions d'Américains blancs, plutôt conservateurs, trumpistes, de les voir venir ou revenir en Europe. Alors là, moi je les accueille à bras ouverts. Donc c'est voilà. Donc même si effectivement ils ont je sais pas comment dire ça en fait, une sorte de brutalité. Enfin ils sont bruts de décoffrage en fait. Ils ont pas la finesse, je dirais culturelle ou la finesse psychologique des Européens. Mais c'est pas forcément un handicap. Parfois même, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux être pas trop intellectuel. Là, je vois notre problème en France, on est en train de crever de l'intellectualisme. Oui, j'allais dire, c'est ce qui manque d'après vous en France. En tout cas, en Europe, allez, pour faire simple, ça manque de couilles, quoi. Je schématise, mais voilà. Pas forcément de couilles, mais en fait, ça manque de pragmatisme. Il y a un pragmatisme américain, anglo-américain, dont il faudrait s'inspirer. Parce que bon, un jour, la métapolitique, ça va, mais bon, un jour, il faut passer à la politique. C'est-à-dire prendre sa carte dans un parti et puis distribuer ses tracts et fermer sa gueule. Voilà. Je vous prends au mot, là, justement. Oui. Si on parle de politique, là, pour 2022, d'après vous, comment ça peut se profiler? Est-ce qu'il faut s'engager aux politiques pour certains hommes politiques? Je pense, Marine Le Pen, Zemmour. Cette question ne se pose pas dans un certain nombre de pays. Quand les gens sont pas contents, ils prennent leur carte et puis c'est tout. Et puis ils militent. Parce que c'est évident qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Je veux dire, faire des vidéos, écrire des bouquins très sourcés sur plusieurs années, comme ce que j'essaye de faire, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est une étape, mais ça suffit pas. Bah oui, tout ce que je fais, que ce soit là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, l'enregistrement pour votre média, tout ça, ce sera effacé dans quelques années. C'est la cancel culture, c'est la culture de l'annulation, et spécifiquement de l'annulation des blancs. Ça vient du wokisme, enfin toutes les tendances de la gauche dégénérée anglo-américaine, mais qui ont récupéré la French Theory, etc. Mais bon, donc en fait, le transhumanisme commence par attaquer les blancs. Bon, donc il va falloir, le but du pouvoir transhumaniste, c'est d'éradiquer la culture des blancs dans un premier temps. Une fois que le job sera fait, ils passeront aux autres, évidemment. Mais c'est en ce sens que je pense que il faut effectivement avoir une démarche identitaire, non pas suprémaciste mais nationaliste, c'est-à-dire défensive. De toute façon, on n'est pas en situation de pouvoir attaquer. Donc, et d'une manière, en fait, je dirais, sans aller chercher midi à 14h, c'est-à-dire sans intellectualisme. Donc, les gens qui ont les moyens de faire de la métapolitique, qu'ils en fassent.
Mais faut savoir que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est qu'un moyen de gagner la guerre culturelle, mais gagner la guerre culturelle ne sert à rien si on ne gagne pas la guerre politique. Et là, en l'occurrence, la seule méthode accessible à l'individu moyen, comme moi, bah, c'est le système électoral. J'ai rien d'autre. Le reste m'est fermé. C'est inaccessible ou c'est stérile. Les manifs manifester pour manifester, ça sert à rien. Donc les manifs de gilets jaunes, ça sert plus à rien. En revanche, c'est un parti politique manifeste. Là, la manifestation n'est qu'un moyen, c'est pas une fin, puisque la fin, c'est de se présenter aux élections. Donc là, quand les patriotes manifestent, c'est pas une fin, c'est un moyen de faire connaissance, de rassembler, de constituer les réseaux pour ensuite monter des listes aux législatives, par exemple. Donc là, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que la manifestation peut avoir deux usages. Enfin, en tout cas, elle peut être totalement inutile si on se contente de manifester pour manifester, mais si c'est un moyen pour ensuite rebondir dans le champ du système démocratique électoral, avec des guillemets, tout ça, hein, évidemment. C'est là, à ce niveau-là, ça devient utile, quoi. Parce que en fait, c'est pour faire du lien social. En fait, je veux dire, personne ne croit qu'on va changer les choses avec uniquement des manifs le samedi après-midi. Personne n'est con au point de croire ça. Il y a encore des gens sur les réseaux sociaux qui me disent, mais pourquoi vos promenades du samedi ne servent à rien. Mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà. Bon, par élimination, la piste paramilitaire. Ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas les moyens. Enfin, je veux dire, en Ukraine, effectivement, les paramilitaires, enfin les groupes de combat d'extrême droite ukrainiens avaient les moyens de faire un putsch paramilitaire, tout simplement parce qu'il y avait le soutien de la CIA et même d'une partie de leur état profond. Et comme on l'a dit, c'était noyauté de l'intérieur, donc de toute façon. En plus, voilà. Donc en fait, de la même manière, je veux dire, la révolution bolchevique ne s'est pas faite qu'avec des bolcheviks. Elle s'est faite aussi avec des gros moyens, négociés par le fameux Parvus, qui faisait le lien entre Berlin, Vienne, Londres, pour récolter des fonds. Et s'il n'y avait pas eu effectivement tout ce travail d'assemblage de fonds et de subventions et de sponsors dans les capitales occidentales pour faire tomber l'empire tsariste, eh bien, l'empire tsariste ne serait pas tombé. Il n'y aurait pas eu de révolution bolchevique. En réalité, la révolution bolchevique n'a rien de spécifiquement bolchevique. Les bolcheviques étaient des agents, mais en fait, les vrais financiers étaient les empires occidentaux qui, étaient rivaux de l'empire tsariste. Donc la révolution par les burnes, la révolution dans la rue, si on n'a pas des gros moyens, des gros sponsors avec nous, ça sert à rien. C'est une perte de temps d'utiliser, de chercher, d'explorer cette piste. Maintenant, donc le système électoral reste, à mon avis, une piste, même s'il y a des risques de fraude électorale, évidemment. Mais elles peuvent être effectivement dénoncées. Surtout, ce que je vois, c'est que une partie, ce que je disais tout à l'heure, une partie du capitalisme va jouer sa carte dans le champ électoral l'an prochain. Parce qu'il y a une partie du capitalisme qui se sont menacés maintenant par une autre partie du capitalisme. Donc il y a un schisme au sein du capitalisme. On parle beaucoup donc notamment du groupe Bolloré, qui aurait choisi son champion, qui est son porte-parole sous la forme d'Éric Zemmour. Le Rassemblement national a aussi un soutien d'une partie de l'État profond, d'une partie du capitalisme français, qui voit d'un mauvais œil la privatisation ou la vente d'Alstom ou ce genre de choses. Dans l'État profond, il y a encore des gens, sans même aller jusqu'au patriotisme, mais qui se disent, mais là, c'est de la folie. C'est suicidaire. Il n'y a même pas besoin qu'ils aient une conscience sociale. C'est juste que face au capitalisme suicidaire de Davos, n'importe qui d'à peu près normalement constitué, je veux dire, doit se poser des questions. Voilà. Donc là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une partie du MEDEF qui commence à se poser des questions, à se désolidariser de Davos, de la ligne idéologique davosienne. Donc il y a une partie, il faut s'appuyer là-dessus, quoi.
faut s'appuyer sur une partie du patronat, sur une partie de la finance, une partie, notamment, je pense aussi à un courtier en assurance là, vers lequel justement Zemmour et Montebourg se sont tournés, qui va se sentir menacé, justement sur le plan comment dire, purement lucratif, par le projet de grande sécurité sociale qui se mettra en place si Macron est réélu. Donc il y a en fait quelqu'un de très moral va dire oui, mais ce sont des mauvaises raisons, c'est pour des raisons lucratives, des raisons intéressées. Oui, bon bah d'accord, mais c'est toujours comme ça. Faut arrêter. Malheureusement, la politique n'a rien à faire avec la pureté, quoi. Si c'est ça. Donc faut en finir avec le purisme idéologique et avec le purisme moral. Nous sommes dans des rapports de force, faut être un peu nietzschéen. Il faut voir le monde comme une somme de rapports de force. Et des rapports de force dans la boue. Des rapports de force dans l'impureté. Une fois qu'on abandonne tout idéal utopiste, eh bien, en quelque sorte, on comprend mieux ce qui se passe. Premièrement, et surtout, on est plus en mesure d'y répondre. Parce qu'en fait, on ne plaque pas sur le réel une grille de lecture métaphysique ou idéologique qui vient en quelque sorte parasiter la perception des rapports de force immanents. Enfin bon, moi je milite pour un nietzschéisme bien compris, c'est-à-dire une déconstruction, une critique de la métaphysique dans la mesure où la métaphysique est une grille de lecture filtrante, une grille de lecture qui peut déformer la perception des rapports de force. Enfin, je veux dire, quand on est sur le champ de bataille et que les balles fusent, bon, c'est peut-être pas le moment de faire de la métaphysique. Enfin, il faut analyser la situation, je dirais, scientifiquement, en tout cas pragmatiquement et empiriquement, pour sauver sa peau. Donc la métaphysique, après, peut servir, j'ai envie de dire, d'antidépresseur ou même de vitamines pour l'esprit, pour les gens qui en ont besoin. Enfin, moi, j'en ai pas besoin. Mais je conçois après, enfin, je veux dire, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui, dans l'épreuve, ont besoin d'un secours métaphysique sur le plan psychologique. Et je respecte ça. Moi, je trouvais ça autrement. Enfin, je sais pas. Enfin, mais bon, moi, je dirais que le sens de ce que je fais, je vais le trouver ailleurs que dans une hypothèse métaphysique. Parce que je suis viscéralement nietzschéen, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le combat pour le combat. Donc, je trouve le sens dans le combat, même si je perds. Mais le simple fait d'être en mouvement, en quelque sorte, me suffit. En fait, ça peut paraître un peu bizarre pour beaucoup de gens, mais bon. Mais après on peut converger. Enfin, je veux dire, entre les nietzschéens conservateurs et les croyants conservateurs, on se rejoint contre les progressistes et donc contre le suprémacisme blanc, mais en fait contre le suprémacisme en général en réalité. Le suprémacisme juif converge avec le suprémacisme blanc, ce que je montre dans le livre, dans justement le suprémacisme techno-scientifique et donc dans le transhumanisme. Et donc je pense que n'importe quel suprémacisme, y compris jaune, ou asiatique, ou noir, ou en fait arriverait en fait finalement suivrait la même logique que le suprémacisme blanc ou que le suprémacisme juif. Parce que, en fait, dans tous les cas, ce sont les mêmes biais psychologiques qui s'expriment. C'est l'hubris, c'est la démesure, les fantasmes de toute puissance, la quête utopiste d'un groupe fusionnel, pour en finir avec le mal, etc. Je pense que, en fait, il y a en quelque sorte il faut, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, mais voilà, bon, nationalistes de tous les pays, unissez-vous, quoi, contre la menace commune, qui aujourd'hui, pour moi, est représentée par le transhumanisme. Monsieur Cerise, je vais conclure avec vos mots, tout simplement. Vivre et laisser mourir, cette maxime apparue pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, quand des soldats français et allemands censés se battre à mort commencèrent à fraterniser, pourrait devenir le slogan international des nationalismes autochtones. Les peuples sont tous embarqués dans la même galère et doivent lutter tous ensemble, mais chacun chez soi. Bien, Monsieur Cerise, merci. Merci pour votre intérêt, pour cette invitation.
Eh bien, c'est normal puisque de toute façon, nous le répétons assez souvent sur Radio Lorraine Enragée, nous aimons l'intelligence et les gens intelligents. Donc, je le redis, lisez donc, le suprémacisme blanc, peuple autochtone et Grete Risset. C'est paru chez Culture et Racines, donc de Lucien Cerise. Et vous verrez parfois que malheureusement, nos amis sont proches de nous, mais comme le dit aussi Michael Corleone dans le film, nos ennemis sont souvent encore plus près. Chers amis, vous connaissez la petite musique. Nous vous demandons évidemment de mettre un petit pouce bleu si cet audio vous a plu. Si vous pouvez le faire, vous pouvez aussi partager et éventuellement nous aider sur notre Tipeee pour nous aider les braves qui s'emmerdent pour pas grand chose mais qui le font quand même, puisqu'on parlait du combat. Vous connaissez aussi la petite musique, la vie commence toujours demain. Et au liqueur.